Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. La retraite à 64 ans est abrogée, c'est ce que demande un texte déposé par les communistes à l'Assemblée et adopté à la majorité par 198 voix contre 35. Il n'a pas valeur de loi, c'est une portée symbolique. La gauche espère alimenter les contestations, y parviendra-t-elle? On posera la question à Guillaume Tabar. Est-ce un moyen en tout cas de rétablir le clivage droite-gauche? En tous les cas, c'est le cheval de bataille d'Édouard Philippe qui, lui, dans son nouveau livre, plaide exactement pour l'inverse. Il plaide pour le report de l'âge de départ et l'introduction d'une dose de capitalisation. Est-ce suffisant pour sauver le système? On demandera son point de vue à l'économiste Bertrand Martineau. Il a publié plusieurs notes sur le sujet, en particulier le sujet de la capitalisation pour la Fondapol. Il est expert associé à l'Institut Montaigne. Et puis, c'est un travail colossal, un livre absolument majeur qu'il faut lire, qu'il faut offrir. Son auteur est le talentueux chroniqueur satirique chaque lundi dans les pages du Figaro. Samuel Fitoussi pose la question simple: pourquoi les intellectuels se trompent? Dans cette émission, éléments de réponse et point de vue. Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour Vincent. Un plaisir de vous avoir ici. L'Assemblée vote a voté ce jeudi une résolution demandant l'abrogation de la réforme des retraites de 2023. Le texte a été déposé par les communistes et ce qui a fait basculer la majorité, c'est le vote du RN. Analyse, commentaire? Oui, alors, il faut d'abord préciser que cette résolution n'aura pas force de loi. Ce n'est pas un projet de loi d'abrogation de la réforme des retraites qui est voté, c'est une simple résolution. Donc, il n'y a aucun effet, obligatoire après ça. C'est-à-dire que la réforme Borne... On a bien précisé que la portée était symbolique. Voilà, la réforme Borne ne sera pas abrogée après le vote d'aujourd'hui, mais il est vrai quand même, symboliquement, ce vote permet de vérifier qu'il y a au sein de l'Assemblée une majorité qui veut cette abrogation de la réforme Borne, qui veut revenir à un âge de la retraite à 62 ans, même certains prônent même 60, voilà. Avec l'ensemble de la gauche et le RN, on a cette majorité à l'Assemblée pour revenir en arrière sur les retraites, avec les conséquences que ça aurait en termes financiers. Une fois encore, si ce vote lui-même n'est pas grave en tant que tel, il est important parce que c'est une sorte d'alerte. Ça veut dire qu'on sait bien qu'à tout moment, et là on va voir qu'il y a d'autres occasions qui pourraient se présenter, il y a le risque que l'Assemblée revienne en arrière. Je dis le risque parce que cette réforme, on sait qu'elle a été adoptée dans des conditions difficiles, à la fois dans son déroulement parlementaire. Oui, c'était la précédente législature d'ailleurs qui avait adopté cette... c'était sous la précédente législature, parce que c'était passé par un 49-3, voilà, donc on ne peut pas dire que l'Assemblée l'avait voté, même si formellement c'est le cas. Je vous l'accorde. Juste sur ce type de texte, c'est fréquent, ce type de texte à l'Assemblée, ces textes à portée symbolique? Non, c'est pas fréquent, mais ça peut tendre à devenir de plus en plus. Pourquoi ? Parce que on voit bien que depuis un an maintenant, on est dans une configuration totalement baroque au Parlement, avec une Assemblée nationale sans aucune majorité, pas même relative. Bon, donc de bric et de broc, on arrive à passer un certain nombre de choses. On a vu comment cette absence de majorité empêchait soit l'adoption de textes un peu courageux. Je pense par exemple au présent budget, où il a fallu faire des concessions au PS, il a fallu renoncer à faire la moindre économie pour obtenir, non pas que le budget soit voté, mais juste qu'il ne soit pas censuré, que le gouvernement ne soit pas censuré sur le vote du budget. Mais il y aura bien qu'aucun texte un peu important qui concerne l'école, l'immigration ou autre, n'aurait aujourd'hui de majorité à l'Assemblée. Or, il faut bien occuper le temps, si j'ose dire. Faute de pouvoir passer des vrais projets de loi, alors, il y en a certains qui sont en cours de route, on va peut-être en dire un mot. Il y a le projet sur l'aide à mourir qui est en train de se frayer un chemin parlementaire. Mais faute de pouvoir passer des textes, j'allais dire, importants ou sérieux, eh bien, les députés en sont réduits à trouver d'autres configurations. D'abord, on voit que le gouvernement s'appuie sur les propositions de loi. Vous savez que les propositions de loi sont les textes qui émanent des parlementaires et non pas du gouvernement. Donc le gouvernement essaye de récupérer des textes qui étaient déjà dans les tuyaux, qui étaient déjà en cours de discussion, qui étaient portés par des députés ou par des sénateurs. Et puis, qu'à un cas, on essaye de le faire aboutir. Et puis, les groupes minoritaires, ceux qui savent qu'ils ne pourront pas faire
passer des lois en tant que telles, eh bien, utilisent toute forme d'artifice. On voit bien que les films usent et abusent des motions de censure. Il y en a encore eu une hier ouais. Qui n'a pas été votée même par le reste de la gauche. Et puis les résolutions comme celle d'aujourd'hui sur les retraites, c'est un moyen de dire, voyez, on ne peut pas faire passer formellement des choses, mais on peut envoyer des messages, si j'ose dire. La gauche espère que ce texte, symbolique, qui a été adopté, va alimenter la contestation. C'est pour elle la seule façon d'exister aujourd'hui ? Écoutez, oui, alors sur les retraites même, il y a un autre rendez-vous, parce que vous savez que je crois que c'est dans une semaine à peu près maintenant que l'on aura le rapport du corps. Alors, et en tout cas le verdict du conclave convoqué par on l'aura vraiment dans une semaine ? Oui, je crois que c'est je parle de mémoire, mais je crois que c'est le 17 juin qu'il y a les conclusions. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ces conclusions seront garnies ou pas ? Est-ce que ce sera un simple constat de désaccord entre les partenaires sociaux, patronat, syndicats, ou est-ce que sur des petits bouts, sur les carrières longues, etc., ils vont faire quelques propositions ? Ça n'est pas impossible. François Bayrou s'est engagé à ce que tout embryon d'accord entre les partenaires sociaux soit transcrit dans la loi. Donc il faudra bien un texte. Et c'est là où on va retomber sur un autre danger, parce que s'il soumet un texte au Parlement, y compris sur un aspect mineur, sur un petit dispositif ou sur la gouvernance du système des retraites, rien ensuite n'empêche les parlementaires d'amender ce texte et de tenter, par le biais d'un amendement, de revenir sur le cœur de la loi, à savoir le fameux âge légal qui a été reporté à 64 ans. Et là, c'est risqué, puisque le vote d'aujourd'hui nous montre qu'il y a une majorité à l'Assemblée pour revenir en arrière. Donc, le gouvernement n'est pas à l'abri que sur un petit texte qu'il pourrait déposer dans le prolongement du conclave, la gauche et le RN en profitent pour essayer d'obtenir, de ramener par la fenêtre ce qui aura été chassé par la porte. Le PS élit son secrétaire, son premier secrétaire. Je signale d'ailleurs un article très intéressant, une étude très intéressante que vous avez faite sur l'ensemble des grands congrès PS qui ont marqué l'histoire. Alors, vous ne remontez pas au congrès de Tours, mais vous remontez quand même à celui d'Épinay, qui a été le congrès fondateur, en tous les cas, du PS moderne. Si on attend de faire un tout petit peu d'histoire, aujourd'hui, on dit que c'est le 80e congrès du PS. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le PS a gardé l'habitude de compter ses congrès, non pas à partir de sa refondation d'Épinay, mais dès le tout premier, en 1905, ce qu'on appelle le congrès de l'unité, congrès du globe, où a été fondé le PS, la vieille SFIO. C'était l'union de deux PS, j'ai apprécié. Voilà, le Parti socialiste de France, de Jules Guesde, et le Parti socialiste français de Jean Jaurès, qui fusionnait à ce moment-là en 1905. Juste pour la petite histoire, il y a déjà eu, dans ce vieux PS, on peut dire, 2 congrès à Nancy. L'un qui était en 1907, qui portait sur la question est-ce qu'il faut faire un effort militaire ou pas ? Est-ce qu'il faut financer nos armées ? Au contraire, est-ce qu'on doit être sur une ligne pacifiste ? Et il y en a eu un autre en 1927 qui portait sur la question de l'école. Et là, on voit que les choses n'ont pas changé radicalement. Le débat, c'est de dire, attention, il faut défendre l'école laïque, donc il faut s'en prendre à l'école privée, en clair à l'école catholique, et il faut l'interdire. Vous voyez que c'est une vieille obsession à gauche d'essayer d'empêcher l'enseignement libre. Le PS, l'une des questions qui se posent dans les heures à venir, c'est l'alliance avec Mélenchon. Le PS pourrait-il vraiment renoncer à une alliance avec Mélenchon ? Écoutez, je crois que c'est là qu'il y a vraiment des paroles qui sont prononcées du côté d'Olivier Faure comme de Nicolas Maillard-Rossignol, qui sont des phrases trompeuses, en tout cas un marché de dupes qui est proposé aux adhérents. Parce que autant le congrès de Marseille, précédent, c'était fait clairement, entre les deux mêmes d'ailleurs. Olivier Faure qui disait, moi j'ai fait le choix de l'alliance avec LFI. Maillard-Rossignol qui disait, non, il faut rompre absolument avec LFI. Aujourd'hui, tout le monde est sur un discours d'autonomie. Tout le monde dit, l'alliance avec LFI, ça n'est plus le sujet, il n'en est plus question. Sous-entendu, voilà, on met un cordon sanitaire entre les insoumis et nous. Mais on n'est pas obligé non plus d'être dupe de ces déclarations. Regardons ce qui s'est passé aux dernières législatives. C'était il y a un an. J'allais vous dire. Je vous rappelle qu'on était déjà bien après le 7 octobre et l'attaque du Hamas, et déjà où le LFI avait pris ses positions au minimum antisionistes. Voilà. Eh bien, ça n'a pas empêché tous les socialistes, je dis bien
tous les socialistes, y compris ceux qui se présentent le plus anti-LFI, d'accepter le label du nouveau Front populaire pour sauver leur siège. À part Jérôme Gage. À part Jérôme Gage, effectivement, mais même François Hollande, même Nicolas Meyer-Rossignol, même Carole Delga en Occitanie, ont accepté qu'il y ait des candidatures communes entre LFI et le PS. Pourquoi ? Au nom du danger de l'extrême droite. Et vous voyez, on ressort ça à chaque fois. C'est au nom du danger de l'extrême droite, ou plus précisément, c'était la seule façon pour eux de sauver les postes, de sauver les sièges. On met en avant le prétexte, il faut faire barrage à l'extrême droite. Bon, mais le reste du temps, on nous dit, ah non, LFI, jamais. Mais, à ma connaissance, lors de la prochaine présidentielle, la prochaine législative, le Rassemblement national restera une force puissante. Donc, on ne voit pas pourquoi, ce moment-là, il ne ferait pas alliance en ressortant le bon vieux joker, attention à l'extrême droite. Donc tout ça pour dire que les proclamations de dire LFI, pour nous c'est fini, je pense que ce sont des déclarations qui sont de part et d'autre trompeuses. Au-delà de ça, est-ce que le PS peut renaître de ses cendres ? Je pose d'autant plus la question, après avoir lu justement vos recensions des précédents congrès PS, on a vu un parti groupusculaire, scissionnaire et scissionniste, et redevenir quand même la force majeure, la force centrale à gauche, et même de la vie politique française. Est-ce que cette renaissance pour le Parti socialiste est encore possible aujourd'hui ? Écoutez, elle me paraît peu probable, parce que vous avez raison de dire que le PS a connu des hauts et des bas, mais il n'avait jamais atteint la situation où il est aujourd'hui. Il faut quand même rappeler... Même à la fin des années 60, même quand il ne peut pas présenter de candidat au deuxième tour de l'élection présidentielle de 1969. Alors, en 69, le PS est représenté par Gaston Defferre. Bon, effectivement, il est devancé largement par le Parti communiste, Jacques Duclos qui fait 21% des voix, mais Gaston Defferre, il a fait... Et on n'en est pas loin, je veux dire, aujourd'hui, de ce genre de configuration-là, avec une Anne Hidalgo qui a moins de 5% des voix, et un Mélenchon qui n'était pas loin de 20%. Oui, mais Gaston Defferre avait fait 5,2%, on dit c'est un score ridicule, dérisoire, etc. C'est vrai, mais Anne Hidalgo, elle n'a pas fait 5%. Elle a fait 5 fois moins. 1,7%. Alors, c'est pas la même chose, donc on est à un score plus bas. Clairement, aujourd'hui, LFI a réussi à instaurer une domination sur la gauche. Bon. LFI qui a un corpus d'idées et une vraie organisation. On peut, bien sûr, contester LFI, on peut considérer qu'ils sont dangereux pour le pays, mais on ne peut pas leur nier de penser ce qu'ils disent. C'est-à-dire que souvent on dira encore un dérapage de Mélenchon. Non, il n'y a aucun dérapage de la part de Mélenchon ou de la part des mélenchonistes. Il y a des propos délibérément tenus et assumés. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont dangereux. Mais en tout cas, voilà, ils ont un vrai corpus d'idées, ils ont une vraie stratégie très, très totalitaire, y compris dans leur fonctionnement interne, mais ils sont organisés. Et le pari du PS de dire qu'il va suffire de s'appuyer sur le discrédit dans l'opinion de Mélenchon pour rebondir, je pense que c'est de l'illusion. C'est de l'illusion et de la paresse. Parce que l'antidote à ce travail très structuré de Mélenchon serait de faire symétriquement un vrai travail sur le projet, sur les idées. Et pour l'instant, on ne voit pas la queue d'une idée au PS. Oui, mais est-ce que le PS n'a pas renoncé à ce travail-là, j'allais dire, depuis l'accession de François Mitterrand au pouvoir ? Oui, non. D'abord parce qu'il y avait un vrai débat pendant longtemps, y compris pendant les années Mitterrand, entre ce qu'on appelait la première gauche, la gauche historique, la gauche étatiste, la gauche marxisante, et la deuxième gauche, la gauche social-démocrate, qui acceptait l'économie de marché, Rocardo, la gauche rocardienne, Delors, ça. Il y avait un vrai débat de fond, remporté politiquement par Mitterrand, mais le débat existait. Ensuite, il y a eu une adaptation du PS à l'économie de marché. Bon, mais il y avait quand même un corpus d'idées. Je veux dire qu'ils ont été souvent battus dans les urnes, mais voilà, il y avait quand même quelques idées. Là, aujourd'hui, il n'y a pas ce travail. Non seulement les idées n'existent plus, en fait, le PS a été attaqué de deux côtés. En 2017, par Macron, qui a su, à ce moment-là en tout cas, récupérer un électorat de centre-gauche, social-démocrate, de gauche moderne, pourrait-on dire, au nom de ce fameux « en même temps », et de l'autre côté, par une gauche
radicale, qui est celle de Mélenchon. Le PS en fait a subi les polarisations de la société française entre une radicalisation de son aile gauche et qui est partie avec Mélenchon, voilà, parti, bon, et une droitisation de son aile droite. Et ce qui tient encore pour le PS, c'est qu'ils ont encore une certaine assise territoriale. Ils sont à la tête de grandes villes, Lille, Nantes, Rennes, Nancy, Marseille. Bon, donc voilà, par effraction, en tout cas, oui, tout à fait. Mais ils ont encore un certain nombre de territoires. Ils contrôlent encore un certain nombre de départements. Bon, on va voir si ces sortants sont reconduits aux prochaines municipales. C'est dans un an. Mais en tout cas, leur dernière force, il est cette assise territoriale. Bon, mais on a connu le Parti radical qui avait aussi une forte assise territoriale, mais lorsqu'un parti est exsangue intellectuellement, c'est rare qu'il perdure. Il est difficile donc d'avoir un espace pour le PS sans alliance. Est-ce qu'on peut dire la même chose à droite? Est-ce qu'il y a un espace pour Bruno Retailleau entre Édouard Philippe et le RN? En tout cas, ce qui est sûr, alors d'abord, mine de rien, j'allais dire, LR n'est pas tombé sur le plan électoral aussi bas qu'est tombé le PS. Même le score de Valérie Pécresse, c'est quand même 3 fois le score d'Anne Hidalgo. Ensuite, il y a eu ce pari du retour au gouvernement fait à l'été dernier. Pari gagnant, en tout cas, à travers l'exemple de Bruno Retailleau, mais aussi la présence d'une Annie Genevard, d'une Sophie Primas et de quelques autres au sein du gouvernement. J'allais dire que LR a retrouvé une crédibilité d'action, une crédibilité gouvernementale. C'est pas rien. C'est ce qui a permis aussi de restaurer un leadership. Et l'élection de Bruno Retailleau, avec un retour des adhérents, là aussi, puisque les deux partis, le PS et LR, ont connu au même temps un processus électoral. Point de départ, des deux côtés, 40 000 adhérents. C'est pas grand-chose. Avec cette campagne, LR est passé de 40 000 à 120 000 adhérents, multipliés par 3. Le PS, on est parti de 40 000, on finit à 40 000. Et même 20 000 votants uniquement sur le texte des contributions. Donc on voit bien qu'il y a un parti, je ne dis pas qu'il est redevenu, qui va gagner la prochaine présidentielle, etc., mais en tout cas, qui a retrouvé une forme d'attractivité, une forme de crédibilité, et donc le début seulement, mais c'est quand même le début, d'un certain élan, en plus porté par la figure de Bruno Retailleau, qui s'est installé comme figure la plus populaire de la vie politique à ce jour, et en tout cas la plus populaire des ministres, et en termes de popularité, à égalité avec une Marine Le Pen, un Jordan Bardella et un Édouard Philippe. Donc, et le leadership, ça compte pour la crédibilité. La droite, elle l'a retrouvé. Le PS, pas encore, et j'irais même loin de là. Est-ce que la proportionnelle peut aider à résoudre la problématique des alliances? Alors, c'est la raison pour laquelle Bayrou pousse la proportionnelle. Le grand défi de se dire, grâce à la proportionnelle, on va permettre au PS de couper le cordon ombilical avec LFI, puisque avec la proportionnelle, on se présente sur son nom, et comme ça, on n'est plus dépendant d'un allié puissant. Ça, c'est la théorie. Dans les faits, je crois exactement l'inverse. Pour exister de manière autonome aux élections, il faut être suffisamment gros. Ça n'est pas le cas du PS aujourd'hui, et sans faire trop de cuisine électorale, puisque le modèle proposé par François Bayrou, c'est de venir à la proportionnelle départementale. Bon, un département, c'est pas une liste nationale. On élit 2, 3, 4, 5, jusqu'à une vingtaine de députés. Législative 1986. Exactement. Or, là aussi, je vous renvoie à une étude parue la veille, avant-hier, dans le Figaro. Dans le cadre du scrutin départemental, il n'y a que 2, 3, parfois 4 forces qui arrivent à décrocher des élus. Bon. Aujourd'hui, on a 10 forces qui ont des groupes parlementaires à l'Assemblée. Tout le monde ne pourra pas se compter, en tout cas tout le monde ne pourra pas obtenir des sièges en présentant des listes autonomes. Donc je prends à nouveau le pari que même avec la proportionnelle départementale, le PS, s'il veut sauver des sièges, sera contraint à des alliances, et une alliance avec LFI. Et pareil pour LR? Pareil pour LR, en partie oui. Alors LR a l'avantage d'avoir un peu de force dans certains départements, mais oui, je veux dire que s'ils veulent, en tout cas, revenir plus nombreux qu'ils ne sont aujourd'hui, ça passera par des alliances, en tout cas par des Yalta, entre les différentes formations de ce qu'on appelle le socle commun. Toute dernière question, réponse courte à Guillaume, mais est-ce que la fin du macronisme et du bayrouisme, en tous les cas celle qui semble se profiler, sonne le retour inéluctable du clivage droite-gauche? Pas forcément. Fin du macronisme au sens où ce sera la fin de Macron, mais je pense que quand même un certain nombre de forces vont vouloir préserver l'existence d'un parti
centrale ou centriste, je ne sais pas comment l'appeler, qui ne disparaîtra pas. Je pense qu'on va voir le centre de gravité revenir vers une logique plus droite-gauche. Pour autant, on ne sera pas le retour au scénario droite-gauche d'avant. Merci beaucoup, Guillaume Tabar. Ne serait-ce que, j'en ai pas, parce que n'oubliez pas que quand même la force qui reste la plus forte en France, c'est le Rassemblement national. Donc dès lors que le RN est là et autour de 30%, on n'est plus dans un scénario binaire, on est au minimum dans un scénario tripolaire. On continuera de suivre ça. Merci beaucoup, Guillaume Tabar. Et on continuera de le suivre notamment en vous lisant que si vous voulez sortir plus informé, plus intelligent, chaque jour vous avez le contrepoint de Guillaume Tabar. C'est à retrouver dans le Figaro. Sans oublier, bien sûr, Macron, la révolution inachevée. C'est à lire et c'est aux éditions Perrin. Merci beaucoup, Guillaume. Les retraites, on en parlait en début de cette interview. On s'invite donc dans le débat. Après le vote ce jeudi d'une motion symbolique à l'Assemblée et aussi avec cette sortie d'Édouard Philippe dans son dernier livre. Bonjour Bertrand Martineau. On va revenir sur ces différentes mesures énumérées par Édouard Philippe. D'abord, le report de l'âge de la retraite. Combien ferait gagner ce report à nos caisses de retraite ? Ça dépend tout à fait de l'ampleur du report. Mais, alors, voilà. Premier scénario, on évoque 64 à 67 ans, par exemple. Mais alors là, ça dépend. C'est très difficile de faire le calcul parce que c'est pas mécanique du tout. Ça dépend des comportements, des hypothèses, des comportements des salariés et de leurs employeurs. C'est-à-dire que si on continue à avoir des dispositifs de type carrière longue qui permettent à une partie importante des salariés, en l'occurrence quasiment un quart, de partir avant, et qu'on étend même ces dispositifs, on perdra une partie des économies. Donc ça dépend vraiment du comportement. C'est très difficile à imaginer. Mais c'est vrai que selon les projections du corps, pour rééquilibrer le système de retraite avec toutes les précautions qu'il faut prendre sur l'ampleur du déficit des retraites, vous savez qu'il y a un débat comptable sur le sujet. On va y revenir. Voilà. Même si on prend la comptabilité telle qu'elle est faite actuellement par l'État et le corps, il faut quand même, pour rétablir l'équilibre à l'horizon 2070, il faut quand même aller très très loin dans le report de l'âge effectif, pas de l'âge légal. On peut se faire plaisir en ayant un âge légal à 67, mais si l'âge effectif est à 64, on n'aura pas réglé le problème. Aujourd'hui, l'âge effectif, il est à combien ? Alors ça dépend des régimes. Pour le régime général, il est à 63. 63, oui. Et ça veut dire que pour les autres régimes, c'est généralement moins. Ça dépend. Pour les indépendants, c'est plus. Et on arrive... on reste en termes de référence plutôt sur le régime général pour faire une moyenne. C'est 80% du problème. 63 donc, alors que l'âge légal est lui à 64. Tout à fait. Est-ce que l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, pour reprendre les propos d'Édouard Philippe, ont sauvé leur système par répartition via le report de l'âge de départ à la retraite ? Alors, l'intérêt, c'est que... Alors, ça dépend du pays. L'Allemagne a choisi une voie que la France n'a pas voulu prendre, qui est l'appauvrissement des retraités. C'est-à-dire que les pensions en Allemagne sont beaucoup plus faibles en proportion du salaire des actifs et beaucoup plus faibles qu'en France. Et même au niveau européen, c'est un des plus faibles. L'Allemagne est un pays qui a beaucoup évolué ces 20-25 dernières années avec un système d'assurance chômage moins favorable, beaucoup moins favorable, et un système de retraite qui est vraiment peu favorable pour les retraités. Et en contrepartie, ils ont essayé de développer de la capitalisation individuelle et volontaire. Donc il y a ceux qui ont du patrimoine, les Allemands sont des épargnants, et qui épargnent beaucoup pour leur retraite. Donc le système allemand est plus ou moins soutenable parce qu'ils ont fait le choix d'avoir des pensions très faibles. Quant à l'Italie, ils ont un système qui a longtemps été totalement insoutenable, et il y a des réformes récentes qui ont été faites qui intègrent des règles automatiques de report de l'âge légal ou de la durée de cotisation. Et donc on va voir à l'expérience si l'Italie s'en sort, mais l'Italie part d'une situation quand même extrêmement délicate. Mais ils ont fait effectivement un certain nombre de réformes. Quels sont les sacrifices que les Italiens ont acceptés pour ça ? Le recul de l'âge effectif de départ à la retraite, qui était le plus bas d'Europe quasiment, et qui est en train d'évoluer considérablement. Avec une perspective à 70 ans. Peut-on... Alors, question, est-ce que, par exemple, comme on l'entend beaucoup, un âge différencié pourrait être une solution ? C'est-à-dire... ce que dit, en tous les cas, c'est tout un débat qui aura lieu ce soir, on y reviendra, dans le club Le Figaro Idée, Brice Couturier, qui dit qu'il y a certaines professions qui peuvent partir
plus tard, notamment les professions intellectuelles, qui peuvent atteindre 70 ans. Par contre, certaines professions, les professions manuelles, avec forte pénibilité, il faut prévoir un départ plus tôt. Est-ce qu'un départ différencié à la retraite pourrait permettre de sauver le système actuel? Alors, le départ différencié existe déjà. Les cadres partent plusieurs années plus tard que les ouvriers. Et puis, pour les gens qui ont commencé très tôt, il y a les carrières longues, avec des gens qui partent à 60, 61, 62 ans. Bon, donc le système existe. Maintenant, le faire de manière administrative, en quelque sorte, selon les métiers, c'est probablement une fausse bonne idée. Parce que la question n'est pas le métier que vous avez fait, c'est quand vous l'avez fait, comment vous l'avez exercé, dans quelles conditions, combien de temps. Quelqu'un peut très bien, c'est pas parce que vous avez eu un métier pénible il y a 30 ans que vous n'êtes pas en état de travailler, puis vous avez peut-être évolué depuis. Peut-être que vous avez commencé en bas de l'échelle et que finalement, à 45 ans, vous êtes devenu un col blanc. Donc c'est difficile de raisonner par métier. Il faut raisonner plutôt par situation personnelle. Ça dépend combien de temps vous avez exercé un métier pénible. Vous voyez, donc c'est pas facile et je ne suis pas sûr que ça se fasse par métier et je suis pas sûr non plus du tout, et j'en suis même sûr que ça ne peut pas se faire au niveau interprofessionnel. Oui, mais on est, je ne sais pas combien de millions d'actifs, mais on ne peut pas avoir un cas particulier pour tous ces millions d'actifs, ces dizaines de millions d'actifs. On pourrait imaginer qu'au niveau des branches professionnelles, on crée des systèmes par rapport à un âge légal qui serait reporté à 65, 66, 67, on pourrait imaginer que les branches professionnelles puissent négocier dans leur secteur d'activité en y mettant l'argent nécessaire, c'est-à-dire en payant des surcotisations, pour que certaines personnes, dans certaines conditions, à définir par la négociation collective, partent plus tôt. Voilà. Est-ce qu'on peut arriver, autre mesure soulevée par Édouard Philippe, une mesure qui vous est chère, je pense, Bertrand Martineau, à 15% de capitalisation? C'est tout à fait possible. Alors le 15%, on peut discuter du niveau. Même vérité, jusqu'à 20%. Oui, alors la vérité, c'est que... Aujourd'hui, 2%. C'est 2%, oui, pour l'instant, c'est 2% des pensions, aujourd'hui, sont versées par capitalisation. C'est essentiellement des plans d'épargne retraite et des systèmes collectifs spéciaux. Il y a pour les fonctionnaires, pour la Banque de France, pour les sénateurs, pour les pharmaciens. Il y a les contrats Madelin aussi pour les indépendants, voilà, qui ont eu beaucoup de succès. Bon, donc la capitalisation existe, elle est plébiscitée par les gens qui en bénéficient. Ça fait quelques millions de Français quand même, mais c'est des petits montants. Bon. Donc l'idée, c'est effectivement de monter en puissance sur la capitalisation. Moi, ce que je propose, c'est d'en faire un pilier obligatoire. C'est-à-dire, ce ne serait pas simplement une base volontaire, comme des fonds de pension un peu à l'anglo-saxonne. Bon, c'est là qu'il peut y avoir débat. Maintenant, le chiffre de 15%, pourquoi pas? De toute façon, on a un dilemme. Soit on fait une capitalisation petit bras, 5%, 2%. La transition vers ce système sera évidemment très facile, mais on n'en tirera pas beaucoup de bénéfices économiques. Soit vous faites une capitalisation très ambitieuse, à 30%, 33%. Là, vous en tirez à long terme un bénéfice économique considérable, mais évidemment, la période de transition d'un système à un autre est très coûteuse et suppose des sacrifices. Comment on maintient le système et comment on arrive à maintenir un équilibre? Quel est le dosage, selon vous, le dosage idéal entre répartition et capitalisation? Je vous pose ma question différemment. Ce que l'on a vu, ce que l'histoire nous a appris, c'est que ce qu'elle est en train de nous apprendre, c'est que la répartition ne suffit pas. Bon. À cause de la démographie. Dans un monde idéal où la démographie est très forte, à cause de la démographie, la répartition ne suffit pas. Donc, ce que l'on a appris, et notamment avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'une capitalisation, ça marche jusqu'au jour où vous avez une guerre, vous avez une occupation, et là, vos pensions ne valent plus rien, et tout le monde est ruiné. Oui. Donc, comment on fait pour faire cohabiter les deux systèmes? Est-ce qu'il y a un dosage idéal ou bien est-ce que, effectivement, on est tributaire de la démographie et donc on est tributaire des époques? Alors, deux choses. Dans le scénario que vous indiquez, une guerre mondiale, un crack, un effondrement de l'économie, rassurez-vous, si je peux dire, votre système par capitalisation disparaît, enfin, vous les gens, vous êtes ruinés, mais rassurez-vous, le système par répartition aussi. C'est-à-dire que si votre masse salariale sur laquelle sont assises les cotisations, si votre masse salariale s'effondre de 20% comme dans les années 30, vous n'avez plus non plus de système par répartition. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un système mixte, comme un financier qui diversifierait son portefeuille, tout simplement parce que les risques ne sont pas les mêmes. Sur la capitalisation, le risque, c'est les marchés financiers.
Ce risque peut être géré parce que vous investissez en moyenne à 20 ans. Donc c'est pas parce que vous avez un krach boursier dans 3 jours que ça va poser un énorme problème. Les grands fonds de pension... Les courbes peuvent remonter. Les grands fonds de pension internationaux, chez les Scandinaves, chez les Danois, les Suédois, ne se sont pas effondrés pour la crise des subprimes. Pourtant, ça avait quand même tangué énormément. Sauf qu'ils avaient un matelas liquidité, ils avaient des provisions, enfin tout ça s'est très bien passé. Mais vous avez effectivement toujours un risque financier. Du côté de la répartition, elle n'est pas sans risque. La répartition, vous avez un risque démographique. Bon, celui-là, c'est pas un risque, il est avéré. Vous avez un risque sur le taux de croissance de l'économie. Après, c'est un risque, entre guillemets, anticipable. C'est-à-dire que quand on sait que... Tout à fait, ce risque-là est anticipable. Quand on ne fait pas d'enfants, on sait que... Vous savez que vous aurez une pension plus faible que ce qu'on vous avait promis. Bon, moi, je suis d'une génération, ma promesse sur le marché du travail, c'était 37 ans et demi de cotisation et départ à 40 ans. Bon, j'en suis à 43 ans de cotisation et un départ à 64. Et je sais que c'est pas terminé. Bon, je ne me plains pas. Je dis juste que la promesse qu'on m'avait faite et le rendement de ma cotisation a quand même beaucoup chuté. Donc, on ne peut pas laisser dire que la répartition est sans risque. Donc, vous avez un risque démographique qui est avéré. Vous avez un risque sur la croissance de l'économie, parce que si la croissance est plus faible que prévu, vous n'avez plus assez de recettes et le système s'affaiblit. Et puis le troisième risque, il est politique. C'est-à-dire quand vous rentrez sur le marché du travail à 20 ans et que vous allez travailler jusqu'à 70 ans, il faut croire pendant 50 ans les promesses que vont vous faire les gouvernements. C'est-à-dire ils vont vous dire, vous allez avoir dans le régime général 50% des 25 meilleurs salaires de votre... Eh bien, il faut croire que ce système va perdurer pendant 45 ans. Bon. Et on sait très bien qu'en fait, non. Probablement. Donc, vous avez des risques dans les deux cas, mais heureusement, ces risques ne sont pas forcément corrélés. C'est-à-dire que le risque financier n'est pas forcément corrélé au risque politique de l'arrivée au pouvoir de tel ou tel parti politique. Et le risque financier est largement diversifié parce qu'il dépend des marchés internationaux. Évidemment, il ne dépend pas que du marché français, loin de là. Donc, vous avez une diversification des risques et comme tout bon gestionnaire de portefeuille, l'idéal, c'est de diversifier les risques et donc d'avoir un pilier capitalisation et un pilier répartition. Et la répartition entre les deux peut être discutée. Comme je vous disais, la capitalisation, c'est très bien, sauf que vous avez un coût de transition. Oui. Mais la question, pour revenir à la question initiale, le dosage entre les deux, il varie en fonction des époques. C'est-à-dire que plus votre démographie est affaiblie, plus votre croissance est affaiblie, plus vous avez besoin de capitalisation. Fort, évidemment, pour aller chercher la croissance ailleurs, en fait. Oui, voilà, il faut aller chercher ailleurs. Parce dans que des pays l'un des risques, ce que nous disait pourtant un banquier d'affaires ici même il y a quelques années, c'est que quand il n'y a plus la croissance du tout, même la retraite par capitalisation n'est plus une solution. Oui, mais la croissance, il faut aller la chercher ailleurs. Vous avez un continent... Comme les Américains, aller chercher en Europe ou en Asie. Évidemment. La croissance aujourd'hui, nous en France... aller faire ce qu'on reproche aux Américains, c'est faire pressurer les entreprises. Cela dit, sans vouloir faire publicité pour les entreprises du CAC 40, quand vous investissez dans des entreprises du CAC 40, de fait, vous investissez à l'étranger, puisqu'une grande partie du chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger, dans des pays qui croissent à 5-6% par an. Vous imaginez le développement économique de l'Afrique, par exemple. Là, l'Afrique pose tout un tas de difficultés géopolitiques, mais d'ici 30 ou 40 ans, vous imaginez la capacité de développement ? On prend les paris, parce que ça fait longtemps qu'on annonce le développement et le potentiel de l'Afrique. Maintenant, si l'économie mondiale ralentit, qu'il n'y a plus de croissance et que les rendements du capital sont très mauvais, le système par capitalisation sera très faible, mais le système par répartition aussi. Donc, de toute façon, on ne s'en sort pas. Effectivement. En tous les cas, l'Afrique a une force que n'a pas l'Europe. N'a plus l'Europe, c'est sa force démographique. Bien sûr. Ce jeudi soir, dans le club Le Figaro Idée, Anne de Guigné, qui est chroniqueuse au Figaro Économie, évoque le succès du plan épargne retraite. Est-ce une idée pour sauver le système ? Je vous propose de l'écouter. Et on voit quand même chez les jeunes, il y a vraiment conscience. Le PER, donc c'est un plan épargne-retraite, qui aujourd'hui, qui est évidemment pas obligatoire, est très populaire, notamment chez les jeunes actifs, qui mettent 100 € par mois. Et même le gouvernement a été très étonné de la rapidité avec laquelle les gens ont souscrit des PER. C'est-à-dire que les gens ont conscience qu'ils n'auront pas forcément une bonne retraite et qu'ils doivent les jeunes épargner. Tout à fait conscience, ça va être compliqué, beaucoup pris de... Les chiffres sont très étonnants. Émission à retrouver ce jeudi à partir de 22h et ce vendredi à partir de 8h. Effectivement, plus de 11 millions de souscripteurs au plan d'épargne retraite. C'est une solution ? Alors, tout ce qui est dit là est parfait. Il y a une appétence très forte des Français, et qui ne date pas d'aujourd'hui, pour l'épargne retraite. Et la loi Pacte, qui a réformé les plans d'épargne retraite, a amélioré les incitations à faire de l'épargne retraite, et ça marche très bien. Et donc, c'est effectivement une partie de la solution. Et tout ce qui est dit là est parfaitement exact. Il y a une marge de manœuvre considérable sur les plans individuels ou collectifs au niveau des entreprises.
il y a le seul regret qu'on peut avoir sur les PER, c'est que ça ne concernera pas tout le monde. C'est-à-dire que ça ne concerne pas les gens qui n'ont pas de capital, qui n'ont pas d'épargne, parce que là, on parle de 100 € par mois, mais en fait, il faudrait épargner plus que 100%. 100 € par mois, c'est bien avant l'âge de 40 ans. Hein. Oui, c'est ça. Mais si vous avez 50 ans, 100 € par mois, avec ça, vous n'allez pas avoir une bonne retraite. Bon, donc, ça dépend. Si on a... Question, si on a 50 ans, combien il faut mettre dans un PER ? Ah bah là, ça dépend du taux de rendement, je ne peux pas vous dire, mais enfin, il faut au moins mettre 2 ou 3% de son salaire, on va dire. Bon, oui, et alors le deuxième point, c'est que vous avez des millions de salariés qui ne travaillent pas dans des entreprises qui auront la capacité d'abonder l'épargne retraite. Donc, on va encore... Le problème des PER, c'est que 35% des cadres dans ce pays ont un PER et 10% des ouvriers. Voilà, tout simplement. Donc, il vaut mieux être cadre dans une banque que ouvrier chez un petit artisan. Une toute dernière question, Bertrand Martineau, c'est passionnant et vous reviendrez, parce que je pense que le problème de façon va continuer de se poser. On a le rapport du corps la semaine prochaine, on a entendu Guillaume Tabar nous dire tout à l'heure que nous aurons également les résultats du conclave, peut-être une fumée blanche, en tous les cas on verra quelle est l'épaisseur de la fumée, et sans doute des débats et des manifestations, puisque d'après ce que l'on a appris aujourd'hui, le texte voté à l'Assemblée qui n'a qu'une valeur symbolique, mais qui demande l'abrogation de la retraite, de la réforme des retraites, vise à alimenter une contestation dans la rue. Donc, la question, ce qui est très intéressant dans ce que vous disiez, notamment sur les différentes réformes qui sont faites à l'étranger, elles sont liées à la psychologie, aux psychologies nationales. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays et de populations qui ont accepté des sacrifices en fonction de leur appétence, de leur psychologie nationale. La frugalité, l'épargne pour les Allemands. Par contre, les Italiens, eux, touchent à rien, mais ils sont prêts à travailler plus. Finalement, en regardant la psychologie française, quel serait le sacrifice que pourraient plus facilement consentir les Français sur les différents leviers qui sont possibles? C'est pas qu'un problème de psychologie. Il y a des différences autres que culturelles, psychologiques ou autres. Il y a des différences entre les Français ou les Allemands, par exemple. C'est le rapport au travail. Et en particulier, les difficultés de management, la moins bonne prise en compte de l'usure professionnelle, ce sont des réalités françaises objectives. C'est-à-dire que les travailleurs français ne sont pas moins travailleurs que les autres. C'est simplement que les conditions de travail, le management des entreprises n'est pas souvent aussi favorable que dans les pays scandinaves ou dans les pays allemands, qui sont ceux qui ont le taux d'emploi des seniors les plus élevés. Donc ce n'est pas qu'une question psychologique. Beaucoup de Français ont de bonnes raisons de se plaindre de leurs conditions de travail et du management et de l'usure physique ou psychologique, parce qu'on est dans une société largement tertiarisée, donc la question c'est la santé mentale, beaucoup plus souvent que les problèmes physiques, et donc ces questions doivent être traitées. La question des retraites est aussi une question du travail. Eh bien, mon petit doigt dire que c'est quelque chose que vous allez aborder prochainement, en tous les cas, peut-être que vous viendrez nous en reparler. Je signale que vous allez également signer un nouveau livre, et là aussi, dans les prochaines semaines, vous reviendrez nous en parler. Eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup Bertrand Martineau. En attendant, je signale vos notes, elles sont en accès libre sur le site de la Fondapol, et elles concernent effectivement toute la question de la capitalisation. C'est très très intéressant, et vraiment vous répondez à toutes les questions, celle-ci qui est la plus récente, mais également la précédente, d'ailleurs, qui porte sur l'optimisation des dépenses et la capitalisation, un moyen de sortir par le haut. Point d'interrogation. Merci beaucoup. C'est un livre indispensable qu'il faut lire, non seulement le prochain livre de Bertrand Martineau, bien évidemment, mais celui dont on va parler maintenant. Il faut absolument le lire, l'avoir, l'offrir aussi. C'est le nouveau livre de Samuel Fitoussi, Pourquoi les intellectuels se trompent, élément de réponse, sur le plateau, encore une fois, d'Eugénie Bastier, avec, cette fois-ci, Alain Finkielkraut. Et les intellectuels qui se sont engagés au sens sartrien du terme ne croyaient pas en la complexité du monde. La complexité était une mystification, un rideau qu'il fallait déchirer pour accéder au réel. Le réel, c'était l'antagonisme. C'était, comme le dit Alain Badiou dans un livre demeurant très intéressant, Le siècle, c'était le chiffre 2. 2. De force. Et le malheur du XXe siècle, c'est le renversement de la formule de Clausewitz. La guerre, c'est la politique menée par d'autres moyens. Et au XXe siècle, à la suite de la Première Guerre mondiale,
dans le sillage de Lénine, on a dit non, la politique, c'est la guerre par d'autres moyens. Et donc, ces intellectuels engagés, ils ont choisi, croyait-il, le camp des opprimés. Et au nom des opprimés, ils ont justifié les pires horreurs, les pires turpitudes, parce que, à travers ces turpitudes, allait s'accomplir la libération du genre humain. Bonjour Samuel Fitoussi. Bonjour. L'une des premières révélations de votre livre est que la raison n'est pas utilisée pour rechercher la vérité, mais pour marquer des points et chercher des confirmations. Oui, effectivement, je m'appuie beaucoup sur des chercheurs comme Dan Sperber, Hugo Mercier ou Jonathan Haidt. Ah oui, alors là, on découvre un continent, faut traverser l'Atlantique, hein, mais un Atlantique mental. En lisant votre livre, il y a plein de chercheurs anglo-saxons. Effectivement, mais figurez-vous que Dan Sperber et Hugo Mercier sont des chercheurs français, mais qui sont beaucoup plus lus dans le monde anglo-saxon. Je pense qu'ils ont vendu beaucoup plus d'exemplaires de leurs livres en anglais. Et d'ailleurs, ils l'ont initialement écrit en anglais, puis ils l'ont fait traduire en français. Ils sont plus connus dans le monde anglo-saxon. Je ne sais pas pourquoi, mais effectivement. Donc je vous conseille de lire votre livre. Peut-être que vous aurez un élément de réponse. mais effectivement, en m'appuyant sur leurs pensées, je montre que la raison humaine n'a pas été façonnée par l'évolution, comme on l'a longtemps pensé, uniquement pour nous mener vers la vérité, mais aussi pour nous permettre de faire bonne figure en société, pour nous permettre de marquer des points sociaux. Jonathan Haidt nous demande d'imaginer deux hommes. L'un raisonne toujours rigoureusement, ce qui l'amène à s'opposer au consensus en vigueur dans son groupe régulièrement, tandis que le deuxième homme parvient plus souvent à rationaliser la contre-vérité à la mode dans son cercle social. Et Jonathan Haidt nous demande lequel de ces deux hommes aurait davantage survécu depuis des dizaines de milliers d'années, lequel aurait obtenu pour ses enfants la protection de la tribu, lequel aurait joui des fruits de la coopération, lequel aurait évité l'ostracisation sociale. Et évidemment, c'est le deuxième homme, celui qui se trompe. Donc c'est d'hommes comme ça dont nous sommes les descendants, c'est d'hommes qui se sont trompés lorsque l'erreur était à la mode et leur permettait d'être bien vus par les autres. Et c'est pour ça que souvent, ça dépend évidemment des contextes, et parfois la raison fonctionne très bien, mais dans certains contextes, on raisonne uniquement pour rationaliser l'erreur à la mode et non pas pour chercher de façon objective la vérité. Vous affirmez à plusieurs reprises que les idées nazies ont été hégémoniques à l'université. Oui, je m'appuie notamment sur ça, sur l'historien Paul Johnson, qui montre, parce qu'on a tendance souvent à imputer le nazisme aux masses desquelles il faudrait se méfier, etc. Mais en réalité, sur le campus... C'est un mouvement anti-intellectualiste. C'était un mouvement anti-intellectualiste, mais qui paradoxalement a plu à une certaine élite éduquée allemande. La conférence de Wannsee, où fut décidée, on le sait, la solution finale. Donc on a décidé les modalités d'extermination d'un peuple. La moitié des participants détenaient un doctorat. Sur le campus des meilleures universités allemandes, le nazisme était très populaire dans les années 30, comme le rapporte justement l'historien Paul Johnson, ou même comme le raconte Raymond Aron dans ses mémoires, parce que Raymond Aron était à Cologne pendant la montée du nazisme. Donc et Heidegger et Carl Schmitt étaient des intellectuels brillants, mais pourtant complaisants ou sympathisants avec les idées nazies. Donc il y a un mystère qui ne concerne pas uniquement les intellectuels de gauche de la deuxième moitié du XXe siècle, mais c'est un mystère plus général. Pourquoi est-ce que l'intelligence ne protège pas de l'erreur, et pourquoi est-ce que des idées aussi funestes, parce qu'il y a le nazisme, mais il y a aussi, peut-être on en parlera, mais il y a aussi la fascination de l'intelligentsia parisienne, par exemple, pour Mao, pour Pol Pot, pour Staline pendant des décennies, alors que les faits étaient librement accessibles. Pourquoi est-ce que l'intelligence ne protège-t-elle pas de l'erreur, et pourquoi est-ce que l'intelligence ne mène-t-elle pas aux idées les plus morales? Donc c'est la question à laquelle j'essaye de répondre. On va y revenir. Je reviens sur la question du nazisme, parce que vous y revenez souvent. Est-ce que vous n'avez pas cédé quand même par facilité au point Godwin? L'idée, évidemment, je pense que le nazisme souvent est un exemple paroxystique qui est utile. On dit que le point Godwin sert souvent à faire arrêter un débat et à intimider moralement, mais je trouve que invoquer le point Godwin sert aussi souvent à faire arrêter un débat, parce que par le nazisme, on peut montrer souvent dans certains débats qu'un argument n'a pas de sens parce qu'on le pousse à sa conclusion logique, et le nazisme étant l'exemple le plus paroxystique du mal, ou en l'occurrence, pour ce que j'essaye de démontrer, qui est l'égarement des intellectuels,
le nazisme, c'est l'idée la plus absurde que possible, envahir les nations souveraines environnantes, gazer un peuple, etc. Donc, et pourtant, des idées aussi bêtes qui aujourd'hui nous paraissent monstrueuses et complètement absurdes et destructrices ont été populaires. Donc c'est, je pense, très intéressant de s'intéresser aux dynamiques sociales en vigueur dans les années 30 en Allemagne nazie pour comprendre pourquoi des idées si stupides peuvent capter des esprits brillants. Vous avez évoqué la morale. Pourtant, justement, est-ce que cette invocation de la morale aujourd'hui n'est pas un frein, pardon de vous poser la question, mais à l'intelligence et n'est pas une étiquette facile dans laquelle se réfugient un certain nombre d'intellectuels pour justifier leur erreur. Oui, bien sûr, il y a l'idée. En fait, le problème, c'est que les intellectuels ne subissent souvent pas les conséquences directes de leurs erreurs. Contrairement au boulanger qui, s'il commet une erreur, perd des clients, ou au pilote d'avion qui, s'il commet une erreur et pilote mal son avion, meurt en même temps que ses passagers. L'intellectuel peut se tromper pendant des années sans subir directement lui-même les conséquences de ses erreurs. Et donc, évoluant dans un tel environnement, il dispose du luxe de pouvoir choisir ses croyances pour la valeur sociale de ses croyances et non pas pour la valeur de vérité. Et donc, notamment, pour rejoindre ce que vous dites, ça permet aux intellectuels, à certains intellectuels à nouveau, parce que je ne mets pas tous les intellectuels dans le même panier évidemment, mais ça permet à certains intellectuels de choisir les croyances qui sont perçues comme étant les plus morales, les plus bienveillantes à un moment donné. Et c'est pour ça qu'il valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. C'est qu'on préférait se réfugier dans l'erreur qui nous faisait passer pour quelqu'un de bien que pour les idées les plus justes. En quoi les intellectuels se sont trompés ? On a parlé notamment du nazisme, vous avez parlé également des erreurs, en tous les cas du compagnonnage, certains diraient la compromission, un certain nombre d'intellectuels avec les idéologies les plus mortifères du XXe siècle. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs dans le passé que vous avez décelées ? En fait, quand on étudie les intellectuels français de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est ce qui est très marquant, c'est que l'erreur a été presque systématique. À nouveau, je ne mets pas tous les intellectuels dans le même panier. Mon essai est nourri à la pensée d'intellectuels comme George Orwell, comme plus récemment Alain Finkielkraut, ou entre les deux Raymond Aron et Jean-François Revel, des intellectuels qui ont su être incroyablement lucides, libéraux par ailleurs, mais pas que. Orwell n'était pas libéral, donc pas uniquement libéraux. Et donc évidemment, certains intellectuels ne sont pas trompés. Mais quand on regarde les plus grands esprits de la deuxième moitié du XXe siècle en France, Simone de Beauvoir est allée en Chine maoïste, qui était déjà une dictature dans les années 50. Elle en est revenue, elle a écrit un livre de 450 pages à la gloire de Mao, en expliquant que le maoïsme est un humanisme et en expliquant que Mao mettait en place les politiques que mettrait en place n'importe quel régime soucieux du bien-être de son peuple. L'aveuglement a duré très longtemps, a duré une vingtaine d'années, puisque en 1974, Simon Leys publie un livre qui s'appelle « Les habits neufs du président Mao », où il démontre que le maoïsme n'est pas un succès, que le maoïsme fait des millions de morts, des dizaines de millions de morts même, et pourtant l'intelligentsia parisienne lui rit au nez. Le Monde le traite de charlatan, le Nouvel Obs explique qu'il ne sait pas de quoi il parle. Et pourquoi justement des journaux, des grands médias n'ont pas porté de crédit à cette étude-là ? Je pense qu'une des raisons, c'est l'excès de certitude. Quand on confond nos opinions, des opinions probables avec des certitudes absolues, on cesse d'examiner les faits qui vont contre nos certitudes. Si vous voulez, je pense que le Monde projetait sa certitude que le maoïsme était un succès pour évaluer la fiabilité du livre de Simon Leys, et comme le livre de Simon Leys allait contre ces certitudes, choisissait non pas de réévaluer ces certitudes, mais d'avoir une mauvaise opinion du livre de Simon Leys, alors que un usage correct de la raison aurait dû pousser le Monde à faire l'inverse, lire objectivement le livre de Simon Leys et réévaluer ses certitudes à l'aune du livre de Simon Leys. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas tenir nos convictions pour des certitudes, à laisser toujours une part de doute en nous qui nous permet de changer d'avis si les preuves contraires s'accumulent. Je reprends la question de la morale. Est-ce que c'est justement pas un frein ? Est-ce que la morale et le recours trop systématique à la morale n'est pas un frein justement à
en tout cas à l'intelligence, ou en tout cas à la découverte de la vérité. Je pense notamment à une phrase qu'on entend beaucoup dans les médias, qu'on a beaucoup entendu ces 40 dernières années. En tout cas, moi, j'ai beaucoup entendu. Il ne faut pas faire ça parce que ça peut faire le jeu d'un tel, en particulier, notamment le jeu du Front National, le jeu de l'extrême droite, le jeu des réactionnaires, ou bien, je me souviens notamment quand Paul Lyonnais avait fait son livre sur les origines de SOS Racisme, qui anticipait très bien l'évolution de l'antiracisme et son évolution vers le racialisme. L'événement du jeudi, où le Nouvel Observateur titrait à l'époque « Quand les intellectuels parlent comme Le Pen ». Oui, je suis d'accord avec vous, mais ce qui est amusant, c'est que l'idée qu'il ne faut pas dire certaines choses pour ne pas faire le jeu des méchants ou je ne sais quoi, ne date pas d'hier. Il y a des lignes... Dans tous les milieux. Hein, dans tous les milieux, bien sûr. On a entendu, on a vu que parfois, il y a certains faits, quand c'est mettait en cause la pédophilie dans l'Église catholique, on disait attention, ça va faire le jeu d'un tel ou d'un tel. Absolument. Et il y a des lignes extraordinaires d'Orwell dans les années 40 qui explique que la liberté d'expression est mise à mal non plus par une censure officielle, mais justement par la pression sociale du milieu, par les gens qui expliquaient à Orwell que oui, il avait raison sur certaines dérives du stalinisme ou des communistes espagnols, etc., mais qu'il ne fallait pas le dire parce que ça pouvait faire le jeu des anticommunistes dans son pays qui étaient mus par des prétendues mauvaises intentions. Alors on dit, c'est parfois le réflexe militant sectaire, mais est-ce que c'est pas un effet, entre guillemets, un peu pervers de l'intelligence? C'est-à-dire que la personne intelligente voit les choses et elle voit toutes les possibilités, toutes les ramifications, toutes les conséquences qu'une parole peut dire, et donc justement parfois s'interdit de les dire. Oui, bien sûr, c'est ça. Quand plus on est intelligent, plus on arrive à comprendre les dynamiques du débat d'idées, à comprendre sur quoi se fonde son identité sociale, à comprendre quelles sont les positions les plus à même de nous faire approuver par les pairs et de ne pas faire le jeu du clan adverse, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'esprit humain est très tribal. Aujourd'hui, on n'a plus de vraies tribus, de vrais clans, mais on se réfugie dans des clans politiques, des affiliations idéologiques, etc. Et effectivement, plus on est intelligent, plus on sait exactement ce qu'il faut dire et quand il le faut dire pour être valorisé socialement. Et certains emploient leur intelligence. Ce n'est pas cynique, c'est largement inconscient, mais il y a un certain nombre de mécanismes cognitifs qui entrent en jeu dans le cerveau, le biais de partialité qui nous pousse à interpréter une information de sorte qu'elle confirme les postulats auxquels on tient, le biais de confirmation qui nous pousse à remarquer sélectivement certaines opinions, etc. La négation de la réalité parfois, qui nous pousse effectivement à adopter uniquement les positions qui nous font bien voir par les autres. Et je pense que c'est particulièrement le cas quand on est intelligent, d'une part parce que vous l'avez dit, on sait exactement ce qu'il faut dire quand il faut le dire, et d'autre part parce que plus on est intelligent, plus on arrive à rationaliser des absurdités, plus on arrive à avoir des arguments sophistiqués pour démontrer qu'une chose fausse est vraie, ou en tout cas pour croire le démontrer. Et on pense évidemment à la phrase d'Orwell, certaines idées sont tellement absurdes que seuls les intellectuels peuvent y adhérer. Deux réponses très courtes, Samuel Fitoussi. Première chose, vous dites les diplômes universitaires ne sont pas forcément une garantie. Oui, j'ai un chapitre en effet sur l'université dans mon livre. Je pense que dans certains domaines, les maths, la physique, etc., le domaine scientifique, des sciences dures. Voilà, dans le domaine des sciences dures, ces disciplines obéissent aux critères popériens de scientificité. On peut émettre des hypothèses qui, si elles étaient vérifiées, réfuteraient les théories, voir si elles sont vérifiées, et si elles le sont, admettre que la théorie est réfutée. Mais dans les sciences humaines, souvent c'est pas le cas. Il n'y a pas de critères de confrontation avec la réalité. Le seul critère de vérité, c'est d'autres jugent-ils cette idée valide, et donc on peut créer des univers autoréférentiels. Comment ne pas se tromper rapidement ? Je pense qu'un ingrédient clé, c'est le pluralisme, toujours être entouré de gens qui pensent très différemment de nous, pour pouvoir être guidé par la vérité épistémique, pour qu'aucune opinion ne nous disqualifie socialement, et pouvoir choisir nos opinions pour leur valeur de vérité et non pas pour leur valeur sociale. C'est un travail absolument magistral. C'est un livre majeur à lire pour comprendre les impostures, le terrorisme intellectuel, et déconstruire aussi certaines déconstructions. C'est surtout un service que vous rendez et que vous rendrez à ceux qui le liront et à qui vous le ferez lire, et en le lisant également. Pourquoi les intellectuels se trompent, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, on se retrouve demain, même heure, même endroit, avec Timothée Delem.